Savoir investir son argent, c'est savoir comment ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Or, 70 à 85% de la performance d'un portefeuille d'investissement provient de son allocation d'actifs. Et la majorité des personnes qui investissent n'en tiennent absolument pas compte. Pourtant, si vous investissez votre argent, c'est pour obtenir un rendement important. Mieux, vous voulez que la courbe de vos investissements parte en flèche vers le haut. Oui, mais voilà, sans une bonne allocation d'actifs, les fruits de vos placements vont dessiner un tracé plus plat qu'une route dans le désert. Vous avez vraiment envie de ça? Non, bien sûr. Mais rassurez-vous, parce que dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une allocation d'actifs, les éléments qui la composent et comment créer la vôtre. En plus, à la fin de l'épisode, nous verrons des exemples d'allocation d'actifs type pour chacune des classes d'actifs, que vous pourrez ensuite moduler à votre gré. Elle est pas belle la vie? Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même avec peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et aujourd'hui avec mon ami Le Cube. Bonjour tout le monde. Nous allons voir les grands principes de l'allocation d'actifs. C'est vrai que c'est un terme qui est souvent revenu dans les vidéos précédentes, mais qu'on n'a jamais vraiment expliqué. Alors que c'est un des concepts clés de la gestion de son portefeuille d'investissement. On peut même dire que l'allocation d'actifs est la fondation de toute stratégie d'investissement. C'est quelque chose qui est à la fois simple et complexe, qu'on met en place au début puis qu'on finit par oublier, mais sur lequel on revient toujours. Waouh, ça promet. Mais avant de voir ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Comme les épisodes de 1, 2, 3 Richesses suivent un chemin logique, de cette façon-là, vous n'en manquerez pas un seul. Si un portefeuille d'investissement est une simple combinaison d'actifs qui vont avoir chacun un certain poids, l'allocation d'actifs en est l'étape antérieure. Elle consiste à définir la part à donner à chaque domaine d'investissement pour l'allocation patrimoniale ou chaque type d'investissement lorsque vous êtes sur un seul domaine d'investissement pour votre portefeuille. Donc, si j'ai bien compris, pour mon patrimoine, l'allocation d'actifs, c'est la part que je donne à chaque classe d'actifs. Et dans un domaine précis, par exemple l'investissement boursier, c'est la part que je vais donner à chaque type d'actifs. Actions, obligations, ETF, etc. C'est ça? C'est ça. Et j'imagine que ta question suivante va être « Mais pourquoi on fait ça ?» Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais en vrai, pourquoi on ne prendrait pas tout simplement les meilleurs actifs pour performer? C'est une très bonne idée, Le Cube. Sauf que justement, on ne sait pas quels actifs vont le mieux performer dans le futur, ni ceux qui vont sous-performer. Pour pallier à cette incertitude, on va donc diviser son capital et le répartir sur différents supports. C'est le principe de diversification. En d'autres termes, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. En plus, toutes les classes d'actifs et tous les actifs eux-mêmes n'évoluent pas en même temps dans le même sens, ni dans des proportions identiques. Et certains réagissent plus ou moins au mouvement des autres. On dit qu'ils sont plus ou moins fortement corrélés entre eux. Donc, la répartition du portefeuille va tenir compte de ça, afin d'optimiser les performances et le rendre plus stable, voire même moins sensible aux baisses des marchés, tout en profitant des hausses. Donc, en possédant un peu de tout, on ne peut qu'être gagnant, c'est ça? Globalement, c'est ça. Et le mieux, c'est de réaliser ça sur chacune des grandes classes d'actifs. Liquidité, actifs financiers, immobilier et exotiques. Mais pourquoi se casser la tête à ça? Je pourrais tout à fait faire la même chose en investissant uniquement en bourse. Je peux y acheter des actions, mais aussi de l'immobilier, de l'or, il y a même maintenant des ETF sur les crypto-monnaies. Mais dans ce cas-là, tu ne bénéficierais pas de l'avantage des actifs réels. Les actifs réels? Mais on n'a jamais parlé de ça. Tu veux parler des actifs physiques? Oui et non. En fait, on en a parlé dans l'épisode sur les classes d'actifs, avec la séparation basique entre actifs financiers et actifs non financiers. Eh bien, ces derniers sont les actifs réels. C'est une petite subtilité qui permet de comprendre toute l'importance de la diversification patrimoniale. Bon,
Pour ça, il faut faire un détour par la comptabilité d'entreprise, mais tu vas voir, c'est très simple. J'espère pour toi parce que sinon tout le monde va quitter la vidéo et ça ne sera pas bon pour tes stats YouTube. Alors, on a vu que la performance provient de ce qui est sélectionné comme investissement. Et l'allocation d'actifs, c'est la nature de ce qui est sélectionné. Ensuite, un actif est dit financier lorsque du point de vue comptable, il apparaît comme actif pour toi, mais dans le passif de quelqu'un d'autre. Je saisis le principe, mais je pense qu'un exemple serait plus pratique, si je puis dire. Eh bien, une action ou une obligation d'entreprise font partie du passif comptable de l'entreprise qui les émet. C'est comme ça. Mais de ton côté, ce sont bien des actifs. En gros, ça veut dire que si la société fait faillite, ton action ou ton obligation perdront leur valeur. Oui, d'accord, mais ça c'est le risque de tout investissement. Sauf que la particularité d'un actif dit réel, c'est qu'il n'est le passif de personne. Par exemple, si tu achètes de l'or, il s'agit bien d'un actif de ton côté, mais il n'est pas inscrit au passif de quelqu'un d'autre. De ce fait, il ne perd pas la qualité pour laquelle tu l'as choisi. Ah, ok. En tant qu'actif, l'or a pour qualité de conserver la valeur. Et ce n'est qu'en le possédant physiquement que je vais pouvoir bénéficier de cette qualité. Alors que si j'achète des actions d'une entreprise qui possède des mines d'or, je serai dépendant des performances de l'entreprise et je perds la qualité de conservation de la valeur de l'or lui-même. Exactement. C'est pour cette raison qu'il est important de diversifier les classes d'actifs avant de diversifier les actifs eux-mêmes au sein d'une même classe d'actifs. De cette façon-là, on décorrèle les domaines d'investissement et on diminue la volatilité globale en jouant sur les différents critères permettant de composer son allocation d'actifs. Alors, justement, elle se compose de quels critères notre allocation d'actifs ? La création d'une allocation d'actifs, c'est un peu comme les poupées gigognes. On démarre large, puis on entre de plus en plus dans les détails. La composition d'un portefeuille est donc le cheminement d'une vision macro avec votre allocation globale à la vue micro, c'est-à-dire dans quels actifs précis vous allez investir. Et ce cheminement passe dans un premier temps par des grandes lignes stratégiques. En effet, les facteurs risque et horizon de placement sont les premiers éléments à définir. En général, le risque est fortement corrélé au rendement, dans le sens où plus le risque est important et plus les gains seront potentiellement élevés. Et lorsqu'on parle de risque, c'est bien celui de perdre la totalité de son argent. Donc, la question fondamentale est combien êtes-vous prêt à perdre sur la somme que vous investissez ? On peut rapidement diviser le goût ou l'aversion au risque en 3 niveaux. Le risque faible est celui où vous êtes prêt à perdre moins de 25% de la somme de départ. Le risque moyen est celui où vous êtes prêt à perdre de 25 à 50% du capital investi. Le risque important concerne tous les actifs où la perte potentielle dépasse les 50%. Et le niveau de risque que l'on est prêt à accepter permet de définir quelle classe d'actifs est à privilégier pour démarrer. C'est ce que nous avons vu dans l'épisode 4 de cette saison 2, dans quoi investir son argent. Le lien est en description. L'horizon de placement ou horizon d'investissement est à la fois la durée réelle pendant laquelle on va conserver son investissement, mais aussi la durée pendant laquelle on souhaite conserver son investissement. La temporalité permet globalement de lisser le risque. En effet, plus l'horizon d'investissement est lointain et plus on dilue ce risque. Classiquement, on divise l'horizon d'investissement entre court, moyen et long terme. Mais chaque type de temporalité ne renvoie pas forcément à la même durée en fonction des classes d'actifs choisies. Par exemple, le court terme représente quelques jours, voire quelques heures pour du trading, mais correspond à une durée en mois pour de l'immobilier. Réfléchir à ces critères en amont permet de définir votre stratégie d'investissement globale. Ensuite, dans chaque domaine d'investissement et dans chaque classe d'actifs, vous pourrez décider quelle part de votre capital sera placée vers tel niveau de risque ou pour telle échéance de placement. Par exemple, en bourse, on pourrait diviser nos investissements entre une poche d'allocation tactique comportant les choix à court terme avec une éventuelle prise de risque importante, et une poche plus stratégique constituée des placements sur le long terme. À partir de ces grandes lignes, on peut ensuite affiner le modèle d'allocation.
Le principe de base de toute allocation d'actifs est donc la diversification. Or, justement, la première diversification à appliquer est celle des 4 grandes classes d'actifs: liquidité, immobilier, financier et exotique. Ici, l'objectif est donc de définir les domaines d'investissement dans lesquels on va investir son argent. De 1 à 4 donc. Mais également la part du capital qui sera allouée à chacun d'entre eux. À ce niveau-là, on aura donc une allocation dite patrimoniale, c'est-à-dire qui concerne la totalité du patrimoine que l'on possède et non un simple secteur d'investissement. C'est ce que nous avions abordé dans l'épisode 29 de la saison 1 sur les principes de gestion du patrimoine individuel. Une grande classe d'actifs est constituée elle-même de différents types d'actifs. Il s'agira donc de pondérer à nouveau chaque sous-classe d'actifs, toujours pour optimiser le ratio risque-rendement. Par exemple, la classe des actifs physiques comprend l'immobilier, mais également l'or et les matières premières. Il est alors possible de donner un poids à chacun des types d'actifs ou d'en privilégier un ou deux sur les trois. Pour certains domaines d'investissement, on pourra être encore plus précis sur les actifs eux-mêmes. Ainsi, pour la bourse, il est possible de décider de la part d'actions, d'obligations, d'ETF ou autres du portefeuille. Mais avant cela, le mieux est d'appliquer d'abord une diversification géographique et ou sectorielle. Décorréler les classes d'actifs, c'est bien. Décorréler les marchés, c'est mieux. Répartir ces investissements entre différentes zones géographiques et divers secteurs d'activité permet donc d'amortir les crises qui pourraient atteindre un pays ou une communauté de pays ou encore un type d'activité. On divise les crises en crises systémiques qui sont globales et menacent l'ensemble du système et crises non systémiques qui ne concernent qu'un des éléments du système. Une diversification bien réalisée annulera quasi totalement l'effet des crises non systémiques et atténuera une grande partie des effets des crises systémiques. La diversification géographique des actifs varie en fonction du type d'actifs sur lesquels vous investissez. Pour les actifs financiers, on considère souvent de grandes zones géographiques, Amérique du Nord, Europe, Asie, pays émergents, ou les pays eux-mêmes. En immobilier, cette diversification géographique se fera plutôt par ville ou par région d'un même pays, mais peut être élargie si vous vous lancez dans de l'investissement à l'étranger. Pour les valeurs mobilières, on considère qu'il existe 10 grands secteurs d'activité. L'équilibre s'obtient en répartissant ces investissements dans de multiples secteurs d'activité pour éviter que ce qui affecte une série de valeurs n'ait une influence sur les autres. Là aussi, en fonction de la classe d'actifs dans laquelle on investit, la répartition se fera différemment. Dans l'immobilier, à nouveau, cette répartition peut se faire par type d'utilisation du bien, logement étudiant, location saisonnière, etc. Évidemment, rien ne vous oblige à atteindre une telle précision, du moins au départ. Mais n'oubliez pas une chose, le poids donné à chaque investissement n'est jamais choisi au hasard. Il dépend toujours de 2 éléments. Le sens de la corrélation entre 2 ou plusieurs actifs, est-ce qu'ils réagissent de la même façon ou dans le sens contraire, la force de cette corrélation. Je pense qu'un exemple s'impose. Eh bien, on a longtemps dit que les actions et les obligations étaient inversement corrélées. En d'autres termes, lorsque le cours des actions monte, le cours des obligations baisse et vice-versa. C'est le sens de la corrélation. Mais les 2 mouvements inverses ne se font pas selon les mêmes proportions. Le poids donné à chaque actif au sein de son allocation d'actifs dépend donc de la force de la corrélation. Mais dans un premier temps, le mieux est d'opter pour des allocations d'actifs type qui seront ensuite affinées au fur et à mesure de l'acquisition des actifs eux-mêmes. Du coup, il est temps de passer à nos modèles. Allez, on fait ça. Bien évidemment, les modèles d'allocation d'actifs qui sont présentés ici ne sont que des exemples destinés à vous aider à comprendre les mécanismes de diversification des actifs. De façon générale, les ratios dépendront de la connaissance et de la compréhension que vous avez dans les domaines d'investissement, mais également de la confiance que vous mettez dans les systèmes. Allez, on commence avec une allocation patrimoniale globale. Ici, l'objectif est de s'exposer à la majorité des classes d'actifs possibles de façon à diminuer les risques pouvant toucher un ou plusieurs domaines.
L'essentiel des investissements se réalise au travers des actifs financiers et immobiliers, 25% chacun, alors qu'un quart du capital est octroyé aux liquidités. La part restante se divise entre cryptoactifs et autres exotiques, plus spéculatifs, et une part d'or afin de stabiliser la volatilité. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un modèle immuable, mais d'une base sur laquelle vous pouvez construire votre propre répartition. Ne prenez donc pas ce modèle pour parole d'évangile. Voyons maintenant une allocation d'actifs spécifique au domaine des liquidités. Soyons clairs, au vu de l'inflation galopante, du poids de la dette et de la crise énergétique, mieux vaut se tenir éloigné de l'euro. Une allocation d'actifs dans le domaine des liquidités est donc un exercice assez périlleux en soi. Sauf que, d'un côté, si l'idée est d'éviter de détenir une épargne libellée en euros, de l'autre, cette même épargne est nécessaire pour acheter les actifs des autres domaines d'investissement. Oui, on en avait parlé dans l'épisode 33, épargner et garantir son épargne. Comment on s'en sort alors ? Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réelle solution. Du moins de solution simple à mettre en œuvre. Du coup, ce modèle d'allocation d'actifs pour les liquidités est plutôt une base de départ en attendant que la situation change. Dans l'absolu, le mieux serait de diversifier une partie des liquidités dans d'autres monnaies que l'euro. Franc suisse, yen japonais, couronne suédoise, couronne norvégienne, dollar américain, néo-zélandais, canadien ou livre sterling. Sauf que les taux de change ne sont pas forcément favorables. Le reste d'épargne peut être pour l'instant conservé sur des livrets puis investi le plus rapidement possible dans des actifs tangibles pour éviter l'inflation. Très bien. Passons au modèle suivant alors. Pour une allocation au sein du domaine des actifs physiques, c'est un peu plus simple. Déjà parce qu'on peut procéder par élimination et considérer que la classe des matières premières n'est pas forcément accessible à l'investisseur lambda. Sauf cas particulier. Sauf cas particulier, effectivement. Du coup, on peut considérer que la part d'or physique par rapport aux investissements immobiliers pourrait représenter à peu près 10% de l'ensemble du capital alloué à la classe des actifs physiques. Cela dit, ce n'est que mon avis. Alors, il existe de nombreux modèles très réputés d'allocation d'actifs boursiers. Le classique 60-40, 60% actions, 40% obligations, le Permanent Portfolio d'Harry Brown, le All Season de Ray Dalio, le Golden Butterfly, j'en passe et des meilleurs. Mais ici, je vous propose un portefeuille basé uniquement sur des ETF. Pourquoi des ETF ? Parce que pour démarrer dans l'investissement boursier, c'est le produit financier le plus simple. Même s'ils ont leurs défauts, les ETF sont des paniers d'actions qui regroupent les titres de plusieurs sociétés. L'objectif est donc de les utiliser pour réaliser un achat dit total market, c'est-à-dire investir dans la quasi-totalité des zones géographiques. Pour ça, il suffira d'investir dans 5 ETF. Un ETF sur le S&P 500, l'indice de référence aux États-Unis, un ETF orienté Asie et comprenant le Japon et la Chine, un ETF Europe, même si actuellement ça ne fait pas rêver, un autre ETF sur les marchés émergents hors Asie. Pour l'instant, c'est une zone qui sous-performe, mais les choses peuvent changer. Enfin, pour donner une sorte de coup de boost au portefeuille, un ETF spécifique au marché de l'immobilier. Très bien. Bon, il nous reste encore les actifs exotiques. Pour l'allocation d'actifs exotiques, nous allons nous concentrer sur les cryptoactifs et plus particulièrement les crypto-monnaies. Oui, les autres actifs exotiques sont trop spécifiques pour pouvoir déterminer une allocation d'actifs type. Ici, on va rester dans les clous avec 2 poches égales entre Bitcoin et Ethereum. Ensuite, une autre poche constituée de différents altcoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies alternatives à Bitcoin, Cardano, Polkadot, etc. Et enfin, une dernière poche constituée de stablecoins pour minimiser les risques. Cependant, l'ensemble du modèle reste très spéculatif, du fait de la forte volatilité du monde des cryptoactifs et des incertitudes qui tournent autour de l'écosystème. Donc, en soi, si vous connaissez le monde des cryptos et que vous croyez au système, cette allocation d'actifs permet de surfer sur la possible envolée de ces actifs. À ce stade, vous en savez suffisamment pour établir votre propre allocation d'actifs. Il est donc temps pour vous de commencer à y réfléchir,
de construire la vôtre ou de vous inspirer d'un des modèles présentés ici. C'est une étape à ne surtout pas négliger. Et lorsque vous investirez votre argent régulièrement, les éléments donnés ici se rappelleront à vous. En effet, n'oubliez pas ce qui a été dit en début de vidéo. L'allocation d'actifs est quelque chose d'à la fois simple et complexe, qu'on met en place au début, puis qu'on finit par oublier, mais sur lequel on revient toujours. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous désirez compléter ce contenu, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux articles de blog qui lui sont liés. Parallèlement, je vous invite à nous faire part de vos remarques ou vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien, abonnez-vous et partagez cette vidéo afin d'aider à notre référencement. Et si vous voulez continuer à développer vos finances et à apprendre à investir, alors on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.